Je m'appelle Drew Collins. J'ai 18 ans. Et 3 semaines avant de devoir commencer l'université, j'ai découvert que mes parents m'avaient volé 187 000 $. Ma grand-mère avait économisé cet argent pendant 18 ans chaque mois. Chaque mois sans exception pour que je puisse avoir un avenir. Mes parents l'ont tout vidé pour acheter une maison à mon frère. Et quand j'ai demandé pourquoi, ma mère m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Parce que c'est lui qui compte vraiment dans cette famille ». Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé ma grand-mère. Ce qu'elle a fait ensuite a fait le journal du soir. Avant de commencer, si cette histoire vous touche, s'il vous plaît, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si elle vous parle vraiment. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Maintenant, laissez-moi vous ramener 3 semaines en arrière. Le jour où un appel téléphonique a tout changé. J'ai grandi à Ridgemont. Une petite ville de 12 000 habitants. Le genre d'endroit où tout le monde se salue depuis son porche et personne ne ferme la porte d'entrée à clé. Notre maison se trouvait sur Oak Street, une maison de plein pied marron avec une pelouse clairsemée et un panier de basket que Tyler avait cessé d'utiliser il y a des années. 4 d'entre nous y vivaient, maman, papa, mon frère aîné Tyler et moi. Sur le papier, une famille normale. En pratique, un système de classement. Tyler était le fils. J'étais le bruit de fond. Il a abandonné l'université sa 2e année. Sa mère lui a organisé un dîner. Elle l'a appelé une célébration de nouveau départ. Il a démissionné de 3 emplois en 2 ans. Maman a traité chaque patron d'ingrat. Il est retourné vivre à la maison à 24 ans. Maman a redécoré son ancienne chambre. Moi, j'étais au tableau d'honneur chaque semestre. J'ai rejoint l'équipe de débat. J'ai travaillé à temps partiel au café de Birch Avenue à partir de 15 ans. J'ai acheté mes propres manuels, mes propres vêtements et je n'ai jamais demandé d'argent pour l'essence. Et chaque fois que je ramenais quelque chose à la maison, un trophée, un bulletin de notes, une lettre d'acceptation, maman levait les yeux de ce qu'elle faisait et disait « C'est bien Drew ». Je me souviens d'une soirée en particulier en première année de lycée. Je suis entré avec un bulletin scolaire de nouveau avec des appartout et maman était au téléphone avec Tyler. Elle m'a repoussé sans me regarder en montrant le comptoir de la cuisine. J'ai posé le bulletin. Il était toujours là 3 jours plus tard, non ouvert. Papa s'asseyait au bout de la table la plupart des soirs, silencieux, les yeux fixés sur son assiette. Il n'a jamais dit que je ne comptais pas. Il n'a juste jamais dit que je comptais. La seule personne qui m'ait jamais fait sentir que je comptais était ma grand-mère, Mamie Ruth. Elle m'a dit quand j'avais 10 ans, « Cet argent est à toi, chérie. Je l'ai économisé pour ton avenir. » Je n'en ai jamais douté, pas une seule fois. Je ne savais pas que maman avait commencé à vider le compte en novembre précédent. Laissez-moi vous parler de mon frère Tyler Collins, 26 ans. Grand sourire facile, le genre de gars qui entre dans une pièce et tout le monde l'aime. Il tenait ça de maman, le charme. La façon dont les gens sont simplement attirés. Ce qu'il n'avait pas, c'était la persévérance. Il s'est inscrit à l'université d'État, a duré 3 semestres puis a dit à maman que les professeurs ne comprenaient pas son potentiel. Elle a été d'accord. Il a essayé la vente, a démissionné. A essayé d'être barman, a été viré. A essayé le graphisme en freelance, ce qui signifiait surtout rester assis dans son appartement à faire défiler Reddit pendant que les factures restaient impayées. Chaque fois, maman avait une explication. Le système n'est pas fait pour les gens créatifs comme Tyler. Son patron se sentait menacé par lui. Il a juste besoin de la bonne opportunité. Et chaque fois que je réussissais quelque chose, maman avait aussi une explication pour cela. Les filles ont la vie plus facile, moins de pression. Drew est juste doué pour les études. Ce n'est pas la même chose que l'intelligence pratique. Elle n'a pas les fardeaux de Tyler. À Thanksgiving l'année dernière, je venais d'être accepté dans 3 universités. J'attendais que maman en parle au dîner. Elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle s'est levée en bout de table, a levé son verre et a dit « Je veux que tout le monde sache que Tyler va faire quelque chose d'incroyable. Je le crois de tout mon cœur. » La table a applaudi. Oncle Jim, tante Patty, cousine Sarah, tout le monde. Personne n'a mentionné mes acceptations. Pas une seule personne. Papa était assis à l'extrémité avec sa fourchette à la main, fixant sa purée de pommes de terre comme si elle détenait les réponses à quelque chose. Après le dîner, mon téléphone a sonné. Mamie Ruth. Elle n'était pas à Thanksgiving. Un mauvais genou cet hiver-là.
Mais d'une manière ou d'une autre elle savait. Sa voix était prudente, délibérée. Drew, j'ai besoin que tu gardes tout ce que je t'ai envoyé. Chaque enveloppe. Tu me comprends? Je n'ai pas compris. Pas à ce moment-là. Oui, mamie. Je le ferai. J'aurais aimé demander pourquoi. 3 semaines avant le jour de l'emménagement, un mardi de juillet, je suis assise au comptoir de la cuisine avec mon ordinateur portable ouvert, finalisant ma liste de contrôle d'inscription. Dépôt de logement payé avec mes économies du café. Forfait repas sélectionné. Frais de scolarité à transférer depuis mon fonds d'études universitaires. J'appelle la banque pour confirmer les instructions de virement. Routine. J'ai répété cet appel dans ma tête pendant des mois. La femme au bout du fil demande mon numéro de sécurité sociale, ma date de naissance, la vérification du compte. Je lui donne tout, puis le silence. Pas une pause. Le silence. Le genre où l'on entend quelqu'un choisir ses mots. Mademoiselle Collins, je montre un solde actuel sur ce compte de $214.36. Je ris. Je ris vraiment parce qu'il y a évidemment une erreur. Plus de silence. Bruit de clavier. Madame, je regarde l'historique des transactions. Il y a eu plusieurs retraits au cours des 8 derniers mois. Des montants allant de $9 000 à $15 000 par transaction. Les retraits ont été autorisés par le dépositaire du compte, un monsieur Roy Collins. Mon père. Je ne dis rien. La cuisine est si silencieuse que j'entends le réfrigérateur ronronner. À travers la fenêtre, je vois le nouveau camion de Tyler dans l'allée. Celui qu'il a eu le mois dernier. Celui que maman a dit être une bonne affaire d'un ami. Mes mains ne tremblent pas. Elles devraient, mais elles ne tremblent pas. Tout est simplement immobile, comme si le monde avait appuyé sur pause et avait oublié d'appuyer sur lecture. $214 sur $187 000. 8 mois. Il le prenait depuis 8 mois. J'ai posé le téléphone doucement, je me suis levé du comptoir et je suis allé trouver ma mère. Elle est dans le salon, les pieds sur le pouf, regardant une émission de rénovation. Un verre de thé glacé transpirant sur la table d'appoint. Complètement à l'aise. Maman, où est mon fonds d'études universitaires? Elle ne bronche pas. Elle n'a même pas l'air surprise. Elle prend la télécommande, coupe le son de la télévision et se tourne vers moi comme si je venais de demander quel temps il faisait. Nous l'avons utilisé pour la maison de ton frère. Il en avait plus besoin que toi. La pièce s'incline. Pas physiquement, mais quelque chose bouge en moi. Un mur porteur dont j'ignorais l'existence vient de se fissurer. C'était mon argent. Mamie Ruth l'a économisé pour moi. Maman sourit. Pas chaleureusement, patiemment. La façon dont on sourirait à un enfant qui ne comprend pas encore comment le monde fonctionne. C'était un compte de dépôt. Légitimement, c'est le mien. Elle se lève, marche vers moi assez près pour que je puisse sentir son parfum, celui à la vanille qu'elle porte à l'église. Tu veux parler légal? Très bien. Poursuis-moi en justice. Mais souviens-toi qui t'a élevé, qui t'a nourri, qui t'a offert un toit. Elle penche la tête, m'étudie. Tyler avait besoin d'une base stable. D'une maison. De quelque chose de réel. Toi. Elle agite la main comme pour chasser une mouche. Tu t'en sortiras. Tu t'en sors toujours. Et puis la phrase, celle que je porterai le reste de ma vie. C'est lui qui compte vraiment dans cette famille. Elle le dit comme on énoncerait un fait. Le ciel est bleu, l'eau est mouillée. Ton frère compte plus que toi. Puis elle réactive le son de la télévision et se rassoit. Je suis toujours là debout, mais quelque chose en moi a déjà quitté la pièce. Je ferme la porte de ma chambre et m'assois au bord du lit. Mes mains sont stables. Ma respiration est régulière. Mais à l'intérieur, les calculs se font déjà. Acompte de scolarité, $5 000 dû dans 10 jours. Si je le manque, je perds ma place. Si je perds ma place, la demande de bourse en attente, celle liée à l'inscription, meurt avec elle. 4 ans au tableau d'honneur des trophées de débat, des lettres de recommandation, la préparation au SAT, à la bibliothèque parce que je ne pouvais pas me permettre un tuteur, tout cela est parti. J'ai $812 sur mon compte courant. C'est 4 mois de pourboire du café. Cela ne couvrira pas la compte, encore moins un semestre. Je passe en revue les options. Prêts étudiants. J'aurais besoin d'un cosignataire. Papa ne signera rien que maman n'approuve pas.
Appel d'urgence à l'aide financière. Possible mais lent. Trop lent. Je pourrais supplier. Je pourrais retourner dans ce salon, me mettre à genoux et demander à ma mère de s'il vous plaît me rendre mon avenir. Mais je sais déjà ce qu'elle dirait. Elle dirait la même chose qu'elle a toujours dite. C'est ça l'astuce, n'est-ce pas? Ils ont tout pris parce qu'ils savaient que je ne m'effondrerais pas. Ils ont compté sur ma résilience comme une permission de me voler. Si je ne fais rien, si je reste silencieux, si j'avale cela, si je maintiens la paix comme je l'ai fait toute ma vie, je perds 187 000 $. Je perds l'université. Je perds le seul chemin que je me suis construit hors de cette maison, de cette ville, de ce système de classement où je serai toujours deuxième. Je regarde mon téléphone. L'écran s'allume. Contact. Le nom en haut de ma liste de favoris, Mamie Ruth. Je ne l'ai pas encore appelé. Pas encore. Parce que je sais qu'une fois que j'aurai passé cet appel, il n'y aura pas de retour en arrière. Je trouve papa dans le garage. Son établi est couvert de débris, de fils et de rubans isolants. Il a recâblé une boîte de jonction pour un client. La radio joue doucement. Du rock classique. Il ne lève pas les yeux quand j'entre. Quoi, papa? Ses épaules se tendent. Il sait. As-tu signé les formulaires de retrait? Il pose les pinces coupantes, fixe le mur derrière l'établi. Il y a un long silence terrible, le genre qui répond à la question avant même que des mots ne soient prononcés. Puis il hoche la tête. Pourquoi? Ta mère a dit que c'était la bonne chose pour la famille. Pour la famille ou pour Tyler? Il se tourne. Ses yeux sont rouges au bord. Pas de larmes mais de manque de sommeil. Je le vois maintenant. La façon dont sa mâchoire se crispe, la façon dont ses mains s'agitent. Il savait que c'était mal depuis le début. Tyler est ton frère. Nous sommes tous une famille. L'argent, il reviendra, Drew. Reviendra. Je répète. Je le laisse planer entre nous. 187 000 $ reviendront juste? Il détourne le regard. Ta mère pensait. Je ne demande pas ce que maman pensait. Je demande ce que toi tu pensais. Tu as signé ces formulaires. Chacun d'entre eux pendant 8 mois. Rien. Il reprend les pinces coupantes. Les tient comme une encre. Tu as signé la fin de mon avenir, papa. Et tu ne peux même pas me regarder. Il ne me regarde pas. Il ne dit pas un autre mot. Je quitte le garage, traverse la cuisine, passe devant le comptoir où mon bulletin de notes est resté non ouvert pendant 3 jours, passe devant le salon où l'émission de rénovation de maman est toujours diffusée. Je vais dans ma chambre. Je m'assois sur le lit. Je prends le téléphone et j'appelle Mamie Ruth. Elle décroche au deuxième coup de sonnette. Sa voix est chaleureuse comme toujours, comme le soleil à travers une fenêtre de cuisine. Drew chérie, tout va bien? Je lui raconte. Tout. L'appel à la banque, le solde, les 8 mois de retrait, la signature de papa, le visage de maman quand elle me l'a dit. Chaque mot dans l'ordre sans pleurer. Quand j'ai fini, il y a le silence. 10 secondes, peut-être plus. Puis sa voix revient et elle est différente. Plus chaleureuse. Aiguë, contrôlée comme une lame enveloppée de velours. Ils ont tout pris? Oui, mamie. Quand? Au cours des 8 derniers mois. Ton père a signé? Oui. Et ta mère savait. Elle l'avait planifié. Un autre silence. Je l'entends respirer lentement, délibérément. La façon dont elle respire quand elle réfléchit vraiment à la suite des choses. Drew, écoute-moi attentivement. Sa voix est maintenant ferme. Pas de tremblement, pas d'hésitation. Cet argent est à toi. Pas à eux. Pas à la famille. À toi. Tu me comprends? Oui, madame. J'ai chaque document, chacun d'entre eux depuis le jour où j'ai ouvert ce compte. Quelque chose dans ma poitrine se relâche. Pas du soulagement exactement. Plutôt comme le moment où l'on réalise qu'on n'est pas seul dans une pièce sombre. Mamie, je ne sais pas quoi faire. Tu n'as pas besoin de savoir encore. C'est pour ça que je suis là. Une pause. Tu es en sécurité? Tu as besoin de venir chez moi ce soir? Je vais bien. Demain matin 8 h, ma table de cuisine. Apporte tout ce que je t'ai jamais envoyé.
Chaque enveloppe, chaque lettre, chaque document. Peux-tu faire ça? Oui. Bien. Dors un peu chérie. Nous avons du travail à faire. Je raccroche et fixe le plafond. Elle avait gardé des copies. Pendant les 18 ans. Elle avait tout gardé. Je me demande si elle avait toujours su que cela pourrait arriver? Le lendemain matin, je mets mes chaussures près de la porte d'entrée quand maman apparaît dans le couloir. Cheveux coiffés rouges à lèvres, les bras croisés. Où vas-tu? Chez mamie. Son visage change. Pas de colère, quelque chose de plus froid. De la reconnaissance. C'est comme si elle attendait ce mouvement et avait déjà une parade préparée. Tu as appelé ta grand-mère à ce sujet. C'est son argent qu'elle a économisé. Elle mérite de savoir. Maman s'approche. Son menton tremble au bon moment. Drew, tu es en train de déchirer cette famille. Comprends-tu ce que tu fais? Les larmes arrivent. Entraînée. Précise. Ta grand-mère ne comprend pas notre situation. Elle ne l'a jamais comprise. Elle m'a toujours jugé. Tu l'as choisie elle plutôt que ta propre mère après tout ce que j'ai fait pour toi. Je la regarde jouer. La lèvre tremblante, la main pressée sur sa poitrine. J'ai vu cette même routine 100 fois. Quand papa a remis en question la facture de carte de crédit. Quand le propriétaire de Tyler a appelé pour le loyer en retard. Quand tante Patty a demandé pourquoi je n'étais pas sur la photo de la carte de Noël. Pleurer. Esquiver. Reformuler. Se faire passer pour la victime. Papa se tient derrière elle dans le couloir. Les bras le long du corps. Silencieux. Témoin de tout, participant à rien. Je ne détruis pas cette famille, maman. Tu l'as fait quand tu m'as volé. Ses yeux deviennent vides. Les larmes s'arrêtent comme si quelqu'un avait fermé un robinet. Fais très attention, Drew. Je la dépasse. Elle ne bouge pas pour me bloquer. Elle n'a pas besoin de le faire. Elle prend déjà son téléphone alors que je sors. Je suis à peine dans la voiture quand je le vois par la fenêtre, maman faisant les 100 pas dans la cuisine, le téléphone à l'oreille, gesticulant frénétiquement. Elle appelle Tyler. J'en suis sûr. Le contrôle des dégâts a déjà commencé. La maison de Mamie Ruth se trouve sur Maple Street. Un petit cottage blanc avec des volets bleus et une balançoire de Porsche qui est là depuis avant ma naissance. Des hortensias le long de l'allée. Un carillon éolien près de la porte. L'intérieur sent toujours le café et la lavande. Elle attend à la table de la cuisine avec ses lunettes de lecture, un dossier bleu ouvert devant elle. À côté, un deuxième dossier et un troisième. Je m'arrête dans l'embrasure de la porte. Mamie, depuis combien de temps as-tu tout ça? 18 ans, dit-elle sans lever les yeux. Assieds-toi. Je m'assois. Elle fait glisser le premier dossier sur la table. À l'intérieur, le document original d'ouverture de compte UTMA. Mon nom, Drew Collins, bénéficiaire. Le nom de papa, Roy Collins, dépositaire. Daté du mois de ma naissance. Notarié. Deuxième dossier, les relevés de compte annuels chaque année. 18 d'entre eux organisés chronologiquement avec des onglets de couleur. Troisième dossier, le relevé le plus récent, le solde actuel. 214,36 $. Elle le tapote du doigt. Je les ai demandés à la banque chaque janvier. Chaque année. Parce que je connais ma fille. Elle me regarde par-dessus ses lunettes. J'aime Diane, mais je n'ai jamais fait confiance à Diane avec de l'argent. Ma gorge se serre. Tu savais que cela pouvait arriver. J'espérais que non. Elle ferme le dossier doucement. Mais je me suis préparé à la possibilité. Ce n'est pas la même chose que de s'y attendre. Elle se lève, me verse du café sans demander, pose la tasse devant moi. J'appelle Margaret Bowen ce matin. C'est la meilleure avocate spécialisée dans les successions de ce comté. Et ensuite nous allons récupérer chaque centime qui t'appartient. J'enveloppe mes mains autour de la tasse. Mamie, c'est ta fille. Ruth Hartwell me regarde. Ses yeux sont calmes, clairs. 74 ans et absolument inébranlable. Et tu es ma petite fille. Et ce qu'elle a fait est un crime. Mais elle a fait plus qu'appeler un avocat. Bien plus que ce que j'aurais pu imaginer. Margaret Bowen arrive à 14 h cet après-midi-là.
Elle conduit une berline argentée, porte un blazer bleu marine même en juillet et transporte une mallette en cuir qui semble avoir survécu à 30 ans de tribunaux. 60 ans, cheveux gris épinglés en arrière-poignée de main comme un étau. Elle s'assied à la table de la cuisine de Mamie Ruth, met ses lunettes de lecture et parcourt chaque document dans ses dossiers bleus page par page. 20 minutes de silence sauf le bruit occasionnel des pages qui tournent. Puis elle retire ses lunettes et les pose. Madame Hartwell, c'est simple. Elle me regarde. Drew, il s'agit d'un compte UTMA. Uniforme transfert to minor act. L'argent de ce compte vous appartient depuis le jour où votre grand-mère l'a déposé. Votre père a été désigné comme dépositaire, ce qui signifie qu'il avait une obligation fiduciaire de le gérer uniquement pour votre bénéfice. Elle tapote le relevé final. Le mot crime plane dans l'air comme de la fumée. Quelles sont les options de Drew, demande Mamie Ruth. 2 voies, une action civile en restitution pour récupérer l'argent et une plainte pénale déposée auprès du bureau du procureur. Margaret fait une pause. Vous pouvez poursuivre l'une ou l'autre ou les deux. Ruth me regarde. Je la regarde. Elle ne me dit pas quoi faire. Elle ne l'a jamais fait. Elle hoche simplement la tête une fois et attend. Les deux, dis-je. Margaret écrit quelque chose dans son carnet et le ferme. Je déposerai la plainte demain matin. J'aurai besoin que vous soyez tous les deux disponibles pour des déclarations. Elle nous serre la main à la porte. Ferme professionnelle. Les rouages sont en marche maintenant. Et ils ne s'arrêtent pour personne. Après le départ de Margaret, je m'attends à ce que Mamie Ruth se rassoie. Se repose. Traite. Elle ne le fait pas. Elle prend son téléphone et fait défiler ses contacts avec la concentration d'une femme qui a déjà planifié ses 3 prochains mouvements. Mamie, qu'est-ce que tu fais? J'appelle Karen Avery. Je cligne des yeux. Karen Avery, la journaliste? Chaîne 7? Elle était mon étudiante classe de 2003. Bien faite sa tête. Honnête. Mamie, es-tu sûre? C'est public. Tout le monde le saura. Ruth pose le téléphone sur la table et me regarde. Me regarde vraiment. Pas avec colère, pas avec urgence, mais avec la calme certitude de quelqu'un qui a vu sa fille réécrire la vérité pendant 40 ans. Drew, écoute-moi. Diane contrôle déjà l'histoire. Je te garantis qu'elle a appelé 5 personnes ce matin et leur a dit que c'était un malentendu, une dispute familiale. Elle ira à l'église dimanche, serrera des mains, sourira et dira que sa mère est difficile. Elle se penche en avant. Ta mère a survécu à toutes les crises de sa vie en s'assurant que personne n'entende l'autre version. Elle compte sur notre silence. C'est comme ça qu'elle fonctionne. C'est comme ça qu'elle a toujours fonctionné. Je pense au message Facebook qui je sais va arriver. Celui où maman se présente comme la victime. Je pense à quel point elle est convaincante. Comment elle a pleuré ce matin sur commande. Comment même moi qui sais mieux j'y ai presque cru. Si nous restons silencieux, dit Ruth, elle transformera cela en un désaccord familial. Le procureur verra un « il a dit, elle a dit » et elle s'en tirera. Elle reprend le téléphone. Je n'ai pas économisé cet argent pendant 18 ans pour laisser ma fille le voler en silence. Elle compose le numéro. Je m'assois à la table et je réalise que ma grand-mère n'est pas juste en colère. Elle a un plan et je n'ai aucune idée encore de jusqu'où il ira. Ce soir-là, maman est en pleine opération. Mon téléphone vibre 11 fois entre 18h et 21h. Je ne réponds pas. Elle appelle Mamie Ruth. Pas de réponse. Elle nous envoie des messages à toutes les deux. C'est une affaire de famille. Vous détruisez tout. Tyler vous remboursera. Donnez-nous juste du temps. Mais le temps est exactement ce qu'elle a utilisé pour prendre l'argent en premier lieu. 8 mois de temps. Calme. Calculé. Mois après mois. Tyler m'appelle à 20h30. Je réponds à celui-ci. Drew? Maman dit que tu es allé chez mamie. Elle panique. Elle m'a dit de venir là-bas pour arranger les choses. Tyler, savais-tu d'où venait l'argent pour ta maison? Silence. Il n'y avait pas de ligne de crédit sur la valeur nette. Elle t'a menti aussi. Plus de silence. Je l'entends respirer. Drew, écoute. Laisse-moi parler à mamie. Je peux arranger ça. Tu ne peux pas arranger ça, Tyler. C'est déjà cassé. Je raccroche.
Pose le téléphone face cachée. Pendant ce temps et je ne l'ai découvert que le lendemain matin, maman appelle les voisins, les amis de l'église, publie dans le groupe Facebook de la communauté de Ridgemont à 21h47. S'il vous plaît, priez pour notre famille. Ma mère essaie de nous déchirer à cause d'un malentendu financier. J'ai toujours fait passer mes enfants en premier. Je demande juste vos prières et votre compréhension pendant cette période douloureuse. 62 réactions à minuit. Cœur main de prière. Reste forte Diane. Elle était déjà en train de réécrire l'histoire. C'est ce qu'elle fait. Elle n'allait jamais s'arrêter. Pas avant que quelqu'un ne dise la vérité plus fort. Et juste à ce moment-là, je ne le savais pas, mais mamie Ruth était assise dans sa cuisine en train de rédiger un courriel à Karen Avery avec 3 dossiers bleus à côté d'elle. Je suis resté dans ma chambre cette nuit-là à fixer le message Facebook de maman. 62 personnes lui envoyaient leurs prières. Et j'ai pensé, suis-je celle qui a tort ici? Elle a appelé ça un malentendu. Une partie de moi, la partie qui a passé 18 ans à vouloir qu'elle-même voulait y croire. Mais 214 $ sur mon compte, ce n'est pas un malentendu. C'est un choix. Et son choix ne m'incluait pas. Si votre mère vous prenait 187 000 $ et appelait cela une décision familiale, la croiriez-vous? Ou continueriez-vous comme je l'ai fait? Dites-le moi dans les commentaires. 2 jours plus tard, le samedi, c'était ma fête de remise des diplômes du lycée. Je ne voulais pas y aller. Cela ressemblait à entrer dans une pièce de théâtre où tout le monde a le mauvais script. Mais mamie Ruth m'appelle ce matin-là et dit « Vas-y ma chérie. Souris. Sois gracieuse. Laisse ta mère se sentir à l'aise. » Quelque chose dans sa façon de le dire me fait penser que cela fait partie d'un plan plus vaste, mais je ne demande pas. La fête a lieu chez nous sur Oak Street. Maman a mis le paquet. Des guirlandes aux couleurs de l'école. Une bannière qui dit « Félicitations Drew » en lettres dorées. Des sandwichs traiteurs de la charcuterie de Main Street. Un gâteau de fête avec mon nom dessus. 30 personnes remplissent le salon et se répandent sur le patio arrière. Oncle Jim et tante Patty, la cousine Sarah, 3 de mes professeurs dont Madame Patterson qui m'a enseigné l'anglais AP pendant 2 ans. Des voisins, des amis de l'église de maman, quelques contacts professionnels de papa. Tyler est là aussi. Il est assis dans le coin du patio avec une bière, parlant à peine. Il ressemble à un homme qui n'a pas dormi depuis 3 jours. Maman glisse à travers la pièce comme si elle animait les émis. Un sourire parfait au rouge à lèvres figé. Elle touche les épaules, remplit les verres, rit à chaque blague. À un moment donné, elle se tient près de la bannière et met son bras autour de moi pour une photo. Je suis si fier de cette fille, annonce-t-elle à personne en particulier. Ma petite battante indépendante. Elle va faire des choses incroyables. Je souris pour la caméra. Je dis merci quand les gens me donnent des cartes. Je mange du gâteau. Mais tout le temps je regarde, je compte les visages. 30 personnes dans cette pièce. Pas une seule d'entre elles ne sait que mon fonds d'études universitaires a disparu. Pas encore. Cela se produit à mi-chemin de la fête. Je suis près de la table de nourriture quand la grande tante Bonnie, la tante de maman, s'approche avec une serviette dans une main et un sourire si sincère qu'il me serre la poitrine. Alors Drew, où vas-tu à l'université ma chérie? Je sais que Ruth doit être si fière. La pièce ne devient pas exactement silencieuse mais les conversations s'amincissent. Quelques personnes se tournent. Avant que je puisse répondre, maman est la matérialisée de nulle part avec sa main sur mon épaule serrant juste assez fort. Audrew est encore en train de comprendre les choses. Tu sais, les enfants de nos jours, ils changent d'avis toutes les 2 semaines. Tante Bonnie penche la tête. Mais Ruth ne lui a-t-elle pas créé un fonds? Elle en parle depuis des années. La pièce écoute maintenant. Je le sens. Ce penchant collectif. Maman ne manque pas un battement. Le fonds de maman était en fait plus un investissement familial. Et nous l'avons réorienté là où c'était le plus nécessaire. Elle rayonne. Tyler vient d'acheter sa première maison. N'est-ce pas merveilleux? Quelques hochements de tête, quelques murmures polis de félicitations. Mais pas tout le monde. Je vois Madame Patterson près de la fenêtre. Elle ne hoche pas la tête. Elle observe maman avec des yeux plissés puis me regarde puis regarde maman. Sa mâchoire est serrée. Oncle Jim jette un coup d'œil à papa. Papa est soudain très intéressé par son assiette en carton. Maman continue. Drew a toujours été autonome.
Elle n'a pas besoin d'un fond. Elle a du cran, n'est-ce pas, chérie? Elle me serre de nouveau l'épaule. Toute la pièce attend que j'acquiesce. Je ne suis pas d'accord. Je ne dis rien du tout. Je regarde simplement mon assiette et je pense qu'elle vient de dire à 30 personnes qu'elle a volé mon argent et elle ne s'en rend même pas compte. Après la fête, l'arrière-cour se vide lentement. Assiette en carton dans la poubelle. Reste de gâteau sur le comptoir. Maman à l'intérieur fait la vaisselle fredonnant comme si rien ne s'était passé. Tyler me rattrape sur le porche arrière. Je m'arrête. Il a l'air terrible. Les yeux injectés de sang, les mains dans les poches, il se dandine comme un enfant devant le bureau du directeur. Ce fonds. Était-il vraiment à toi? Genre légalement? Seulement à toi. Je sors la photo sur mon téléphone, celle que j'ai prise à la table de la cuisine de Mamie Ruth. Le document UTMA. Ses yeux le parcourent. Bénéficiaire, Drew Collins. Dépositaire, Roy Collins. Aucune mention de Tyler. Aucune mention de Diane. Aucune mention de famille. Son visage se vide de ses couleurs. Oh, je ne savais pas, dit-il presque un murmure. Drew, je jure devant Dieu, je ne savais pas. Je te crois. Maman a dit. Elle m'a dit que c'était une ligne de crédit sur la valeur nette de la maison. Elle m'a montré des documents. Elle a dit que tout était légitime. Il n'y avait pas de ligne de crédit, Tyler. Plus de silence. Je l'entends respirer. Drew, écoute. Laisse-moi parler à mamie. Je peux arranger ça. Tu ne peux pas arranger ça, Tyler. C'est déjà cassé. Je raccroche. Pose le téléphone face cachée. Nous restons assis là dans la pénombre. Deux frères et sœurs des côtés opposés d'un vol qu'aucun de nous n'avait planifié. Et pour la première fois de nos vies, nous sommes sur la même longueur d'onde. Mais je sais que sur la même longueur d'onde ne signifie pas la même fin. Le lundi matin, maman ouvre la boîte aux lettres et y trouve une enveloppe du cabinet d'avocat de Margaret Bowen. Je le sais parce que je l'entends crier de ma chambre. Pas un mot, un son. Brute, furieux comme un animal pris au piège. 30 secondes plus tard, elle frappe à ma porte. Tu portes plainte contre tes propres parents? J'ouvre la porte. Elle tient la lettre. Demande formelle de restitution. Avis de plainte pénale déposé auprès du procureur. As-tu perdu la tête, Drew? Tu m'as volé 187 000 $. D'un compte de dépôt. C'est un crime. C'est notre famille. Ce n'est pas quelque chose que l'on porte devant un tribunal. Je n'élève pas la voix. Je n'en ai pas besoin. Les faits font le travail. Tu as eu 8 mois pour me le dire. Tu as choisi de ne pas le faire. C'est la conséquence. Et puis le changement. Les larmes de nouveau. Pile à l'heure. Elle froisse la lettre contre sa poitrine. Sa lèvre tremble. Sa voix baisse jusqu'à ce murmure blessé qu'elle a perfectionné au fil des décennies. J'essayais d'aider cette famille. Mes 2 enfants. Tu ne sais pas la pression que j'ai subie. Tyler avait besoin. Tyler n'avait pas besoin de mon fonds d'études universitaires, maman. Ses yeux se durcissent. Les larmes s'évaporent. Et la voilà. La vraie Diane. Pas la martyre, pas la mère dévouée. La femme qui a regardé l'avenir de sa fille et a décidé que c'était une monnaie d'échange. Si tu poursuis cela, dit-elle d'une voix neutre, tu ne feras plus jamais partie de cette famille. Je soutiens son regard. Je ne l'étais déjà pas. Elle me fixe pendant 3 secondes entières. Puis elle se tourne, descend le couloir et claque la porte de la chambre si fort que les photos de famille tremblent sur le mur. Le lendemain matin, Mamie Ruth a appelé Karen Avery et tout a changé. Karen Avery arrive chez Mamie Ruth le mercredi à 10 h du matin. Un caméraman, un producteur de terrain, une camionnette grise de la chaîne s'est garée sur Maple Street. Karen a le début de la quarantaine avec des yeux perçants. Elle serre la main de Mamie Ruth à la porte et dit « Madame Hartwell, je ne vous ai pas vue depuis la 2e année d'anglais. » Tu étais une piètre orthographiste, dit Ruth, mais une excellente auditrice. C'est ce qui compte aujourd'hui. Elle s'assoit à la table de la cuisine. Les dossiers bleus sont ouverts, la caméra tourne. Ruth raconte l'histoire comme elle fait tout, calmement, complètement sans fioriture. 18 ans d'économie.
5 cents à 800 $ par mois provenant d'un salaire d'enseignante et d'une pension. Un total de 187 000 $ y compris les rendements des placements. Tout déposé dans un compte de dépôt UTMA pour sa petite fille Drew Collins. Elle fait glisser les documents sur la table. Document d'ouverture relevé annuel, le solde final, 214 $. Ma fille et son mari ont retiré chaque centime, dit-elle en regardant directement la caméra. Karen demande, et vous portez plainte au pénal contre votre propre fille? Ruth joint ses mains. Ferme inébranlable. J'aime ma fille. J'aimerai toujours ma fille. Mais j'aime la justice plus. Et Drew mérite la justice. Cet argent n'a jamais été à moi pour le donner à Diane. Il n'a jamais été à Diane de le prendre. Il appartenait à Drew dès le jour où j'ai déposé le premier dollar. La caméra s'attarde longtemps sur son visage. 74 ans. Enseignante à la retraite. Un tempérament d'acier. Karen Avery la remercie, range son équipement et nous dit que le reportage sera diffusé lors du journal télévisé du jeudi soir. 48 heures. Dans 48 heures toute la ville le saura. Jeudi, journal de 18 heures. Je regarde depuis le salon de Mamie Ruth. Elle est assise dans son fauteuil, les mains croisées sur ses genoux, les yeux fixés sur l'écran. Aucune de nous ne parle. Le reportage dure 4 minutes. Karen Avery narre sur des images de notre ville, du palais de justice, de la banque de Main Street, du lycée. Puis le visage de Mamie Ruth remplit l'écran. Sa voix ferme et claire portant la vérité dans 12 000 salons. Une grand-mère accuse sa fille d'avoir volé le fonds d'études universitaires de 187 000 $ de sa petite fille. Cela se passe exactement comme on s'y attendrait et même plus. À 20 h, le groupe Facebook de la communauté de Ridgemont est en feu. Des centaines de commentaires, de partages de personnes identifiant d'autres personnes. Madame Patterson, ma professeure d'anglais AP, écrit « J'ai enseigné à Drew Collins pendant 4 ans. Elle a gagné chaque note, chaque récompense, chaque opportunité. Cette fille mérite mieux que ça. » 87 likes en 20 minutes. Des parents commencent à publier. J'ai un UTMA pour mon fils. Je le vérifie tout de suite. Est-ce que ça arrive? Un parent peut-il simplement prendre l'argent? J'appelle ma banque demain. Je fais défiler les commentaires depuis le canapé de Ruth. La plupart sont de soutien. Quelques-uns sont prudents. Il y a 2 côtés à chaque histoire. Mais lorsque Karen Avery publie un lien vers une explication juridique sur les comptes de dépôt, même les plus prudents se taisent. Maman regarde. Je le sais parce que Tyler me texte à 20h22. Maman a vu les nouvelles. Elle a essayé d'appeler la station. Ils ne l'ont pas retiré. Puis un deuxième message. Je l'ai vu aussi. Je suis tellement désolé, Drew. Je vais arranger ça. L'histoire est reprise par une station au niveau de l'État dès le vendredi matin. Ridgemont n'a jamais rien vu de tel et ce n'est que le début. La contre-attaque de maman arrive le vendredi à midi. Un long message Facebook soigneusement formulé sur sa page personnelle. L'histoire que vous avez vue aux nouvelles ne raconte qu'un seul côté. Je suis une mère aimante qui a tout sacrifié pour mes 2 enfants. Les fonds ont été utilisés pour l'avenir de notre famille. Ma mère et moi avons eu nos différends pendant des années et j'ai le cœur brisé qu'elle ait choisi de les rendre publics. Je demande de l'intimité, de la compassion et des prières pendant cette période incroyablement difficile. Il reçoit 114 réactions dès la première heure, mais quelque chose d'intéressant se produit en dessous. Les commentaires se divisent et pas en sa faveur. Diane, un compte de dépôt appartient à l'enfant. C'est la loi. Je connais Ruth Hartwell depuis 30 ans. Elle ne ment pas. Si c'était une décision familiale, pourquoi Drew n'était-elle pas au courant? Un par un, les mains de prière se raréfient. Les messages restent fortes, ralentissent. Les personnes présentes à ma fête de remise des diplômes commencent à se taire. Oncle Jim supprime son commentaire. Maman est retirée du groupe auxiliaire des femmes de Ridgemont le samedi. La coordinatrice de la chaîne de prière de l'église appelle et suggère qu'elle se retire du leadership pour une saison. Les voisins arrêtent de saluer. Et puis un message privé atterrit dans ma boîte de réception d'un nom que je ne reconnais pas au début. Sandra Mullen. La colocataire de maman à l'université. Je fixe le message. 3 000 $. Une autre personne, un autre mensonge. Le récit de maman s'effondre.
Non pas parce que quelqu'un l'attaque mais parce que la vérité a sa propre gravité et la gravité n'a pas besoin de permission. Le mercredi suivant, Margaret Bowen appelle. Drew, j'ai une mise à jour. Le bureau du procureur a officiellement ouvert une enquête. Ils ont assigné à comparaître les relevés bancaires. Je suis assise sur le porche de Mamie Ruth. C'est une matinée douce. Le carillon éolien tourne lentement. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Cas d'école. Ma famille est réduite à un exemple de manuel juridique. Quel genre d'accusation? Vol qualifié. Compte tenu du montant, votre mère et votre père pourraient faire face à de graves conséquences. Nous parlons de probation au minimum, de peine de prison potentielle au maximum. Je ferme les yeux. Le carillon éolien produit un son doux et clair. Y a-t-il un moyen? S'il rembourse, cela peut-il s'arrêter? La restitution peut être un facteur atténuant dans la détermination de la peine. Mais le procureur prend les décisions d'accusation indépendamment. Une fois la plainte déposée, ce n'est plus à vous de la retirer. J'appelle Mamie Ruth après avoir raccroché. Elle est à l'intérieur en train de préparer le déjeuner. J'ai peur, mamie. De quoi? Qu'ils aillent réellement en prison. Ce sont mes parents. Ruth est silencieuse un instant. Un long instant. Et quand elle parle, sa voix est la plus douce qu'elle ait eue à travers tout cela. Drew, ce n'est pas toi qui les as mis là. Ils se sont mis eux-mêmes là. Chaque signature, chaque retrait, chaque mensonge, c'était leur choix, pas le tien. Je hoche la tête même si elle ne peut pas me voir à travers la moustiquaire. Maintenant entre. La soupe refroidit. J'entre. Je mange la soupe mais mon esprit est ailleurs. Parce que Tyler est sur le point de faire quelque chose à quoi aucun de nous ne s'attendait. Tyler appelle un vendredi après-midi. Sa voix sonne différemment. Plus calme, plus vieille en quelque sorte. Drew, j'ai parlé à un avocat. Mon propre avocat, pas celui de maman. D'accord. Je rends la maison. Je suis debout dans la cuisine de Mamie Ruth et je pose le verre que je tiens. Tyler, la maison est à ton nom. Je sais. Et elle a été achetée avec ton argent. Je ne peux pas y vivre. J'ai veillé chaque nuit à fixer le plafond d'une maison que ma petite sœur a payée sans le savoir. J'en ai assez. Il me dit le plan. Il mettra la maison en vente. Les recettes iront directement dans un compte de restitution. Margaret Bowen supervisera le transfert. Propre, légal, documenté. Mon avocat dit que je ne suis pas légalement obligé, continue Tyler. Je n'étais pas le dépositaire. Je n'ai rien signé. Je ne savais pas. Alors pourquoi fais-tu ça? Parce que c'est juste. Et parce qu'il fait une pause, sa voix se brise légèrement, parce que je ne peux pas être la personne que maman a fait de moi. Je ne le ferai pas. Je ne dis rien un instant. La cuisine est silencieuse. Mamie Ruth est dans la pièce d'à côté. Je l'entends tourner les pages. Tyler, elle t'a dit que c'était un prêt. Elle m'a dit beaucoup de choses. Une autre pause. J'ai examiné les documents qu'elle m'a donnés. Les documents de la ligne de crédit hypothécaire. Ils sont faux, Drew. Il n'y a pas de LCH, pas de prêteur, pas de numéro de prêt. Elle les a fabriqués. L'air quitte mes poumons. Maman n'a pas seulement volé de moi. Elle a créé une piste de documents falsifiés pour le couvrir. Elle a forgé des documents. Elle a menti à son propre fils en face. Merci Tyler, dis-je, parce que c'est tout ce que je peux gérer. Ne me remercie pas. J'aurais dû poser des questions il y a longtemps. Il raccroche. Je m'assois à la table et fixe le mur. Cette famille est brisée. Mais peut-être pas entièrement. 2 semaines plus tard, le procureur officialise. Diane Collins et Roy Collins sont formellement accusés de vol qualifié de fonds de dépôt. Le montant, 187 000 $. L'accusation, détournement d'actifs UTMA détenu en fiducie pour un bénéficiaire mineur. Karen Avery diffuse la mise à jour lors du journal télévisé de jeudi. Maman engage un avocat de la défense. Sa stratégie est prévisible. Argumenter qu'en tant que dépositaire, Roy croyait agir dans ses droits. Que la famille comprenait que les fonds étaient collectifs, un malentendu sur les obligations de dépositaire. Mais les relevés bancaires racontent une autre histoire.
9 000 $ ici, 12 000 $ là, 15 000 $ répartis sur 8 mois juste en dessous des seuils de déclaration qui déclencheraient des alertes automatiques. Calculé délibéré. Pas un malentendu, une stratégie. Et puis la révélation de Tyler concernant les documents de ligne de crédit hypothécaire fabriqués parvient au procureur. Cela change tout. Des documents falsifiés transforment une mauvaise décision en préméditation. Roy, par l'intermédiaire de son avocat, approche le procureur avec une offre de plaidoyer. Il veut coopérer, admettre sa faute, accepter sa responsabilité. Maman refuse. Elle se bat toujours. Elle insiste toujours sur le fait que c'était son droit en tant que mère. Je regarde les nouvelles depuis le salon de Mamie Ruth. Le même fauteuil, les mêmes mains jointes. Je ne voulais pas qu'ils aillent au tribunal, dis-je à personne en particulier. Je voulais qu'ils soient mes parents. Ruth se penche et me serre la main. Elle ne dit rien. Elle n'a pas besoin de le faire. Dehors, le lampadaire sur Maple s'allume. Le soleil se couche sur Ridgemont. Et la famille Collins, quoi que ce mot ait pu signifier, ne sera plus jamais la même. Mais la vérité est sortie. Et la vérité, contrairement à l'argent, ne peut pas être retirée. Tandis que la machine judiciaire avance lentement, Mamie Ruth fait ce qu'elle a toujours fait, elle agit. Un mardi tranquille, elle rencontre Margaret Bowen au bureau de l'avocat en centre-ville. Je suis assise à côté d'elle. Margaret a des documents étalés sur la table de conférence, mais cette fois il ne s'agit pas de l'affaire. Il s'agit de l'avenir. Je veux établir une fiducie irrévocable, dit Ruth. Pour Drew. Aucun membre de la famille comme fiduciaire. Un fiduciaire corporatif, la banque. Margaret hoche la tête. C'est la structure la plus sûre. Pas d'accès individuel sauf Drew et seulement après ses 21 ans. Distribution limitée à l'éducation et aux dépenses de subsistance essentielles. Ruth ouvre son sac à main et en sort un chèque de banque. Elle le fait glisser sur la table. 42 000 $. Je le fixe du regard. Mamie, c'est tout ce qui me reste, dit-elle simplement, comme si elle me disait l'heure. Mes économies, ma réserve de pension. Tout ce qui n'est pas cette maison et ma sécurité sociale. Je ne peux pas prendre ça. Tu ne le prends pas. Je le donne. De la même manière que j'ai donné le premier dollar il y a 18 ans. Elle pose sa main sur la mienne. Ses doigts sont fins chauds. Ce n'est pas 187 000 $, mais c'est suffisant pour commencer. Je pleure pour la première fois depuis le début de tout cela. Je suis assise au bureau de l'avocat et je pleure comme si j'avais 10 ans. Ruth ne me dit pas d'arrêter. Elle ne dit pas que ça ira. Elle tient juste ma main et attend que j'ai fini. Tu vaux chaque centime, Drew. Tu l'as toujours valu. Margaret dépose les documents de la fiducie cet après-midi-là. 42 000 $ protégés intouchables m'attendent. Ma grand-mère a 74 ans. Elle vient de donner toute sa sécurité financière pour moi parce qu'elle croit que j'en vaux la peine. Et pour la première fois depuis longtemps, je le crois aussi. Les conséquences n'arrivent pas toutes en même temps. Elles s'accumulent comme la neige sur un toit. Silencieuse au début puis assez lourde pour changer la structure. Maman est licenciée de son emploi à temps partiel chez Ridgemont Floral. Madame Garza, la propriétaire, l'appelle dans l'arrière-boutique un lundi et dit « Diane, je ne peux pas avoir quelqu'un qui fait face à des accusations de crime représentant ma boutique. Je suis désolée. » Maman dit à papa que c'est parce que les affaires sont lentes. Papa sait mieux. Il ne dit rien. Le travail de papa se tarit aussi. Il est électricien indépendant depuis 20 ans. Mais dans une petite ville, la réputation est le seul CV qui compte. 2 clients réguliers annulent des contrats la même semaine. Un troisième cesse de rappeler. Personne n'envoie de lettres formelles. Ils disparaissent simplement. Maman est retirée du conseil auxiliaire des femmes de l'église. Non pas invitée à démissionner. Retirée. Le pasteur Davis appelle la maison et demande une réunion privée. Maman n'y va pas. Le quartier change subtilement mais de manière indubitable. Madame Whitfield en face saluait chaque matin. Maintenant elle vérifie sa boîte aux lettres le dos tourné. Les Peterson d'à côté cessent d'inviter mes parents au barbecue du 4 juillet. Tyler vend la maison. La vente est conclue en 6 semaines. Produit net après frais, 178 000 $. Chaque centime va dans le fonds de restitution que Margaret Bowen a mis en place.
Tyler emménage dans un studio de l'autre côté de la ville. Il prend des travaux de freelance supplémentaires. Il ne se plaint pas. Tyler et moi nous parlons toujours. De courtes conversations prudentes. Il envoie des messages tous les quelques jours. J'espère que les cours se passent bien. Je réponds, merci. J'espère que tu vas bien. Nous ne sommes plus où nous étions mais nous ne sommes pas partis non plus. La ville n'oublie pas. Mais la ville ne s'acharne pas non plus. Les gens s'adaptent simplement. Ils réorganisent leur compréhension de qui est vraiment Diane Collins. Et cela pour quelqu'un qui a bâti sa vie sur l'image est la pire des punitions. Je ne demande pas d'aide. Je ne l'ai jamais fait. C'est un peu tout le problème. Mais l'aide arrive quand même. Madame Tolliver Patterson, ma professeure d'anglais AP, celle qui a regardé le discours de maman à la fête de remise des diplômes et n'a pas hoché la tête, lance un GoFundMe 3 jours après la diffusion de l'histoire sur la chaîne 7. Le titre, aider Drew Collins à aller à l'université. Objectif, $20 000. Il atteint $20 000 en 16 heures. Au bout de 72 heures le total est de $67 000. Des dons de tout l'État. $5 ici, $50 là. Quelques dons anonymes de $500. Des gens que je n'ai jamais rencontrés écrivant des notes comme « J'étais la fille négligée aussi. Va chercher ton diplôme. » Puis l'université appelle. Le bureau des admissions, une femme nommée Dr Simmons. Drew, nous avons suivi ta situation. Nous aimerions t'offrir une bourse d'études complète basée sur tes mérites académiques et ton leadership communautaire démontré. Je suis assise sur le porche de Mamie Ruth quand elle le dit. Ma main tremble pour la première fois depuis des semaines. Scolarité complète? Scolarité complète. 4 ans. Nous croyons en toi, Drew. Je raccroche et entre. Ruth est à la table de la cuisine, toujours la table de la cuisine, lisant le journal. Je me tiens dans l'embrasure de la porte. Elle lève les yeux. Je l'ai dit, je. Son visage ne change pas au début. Puis son menton tremble. Puis ses yeux se remplissent. Et Ruth Hartwell, la femme qui a porté plainte au pénal contre sa propre fille sans verser une seule larme, pleure. C'est la seule fois que je l'ai jamais vue pleurer. Je savais que tu y arriverais, murmure-t-elle. J'ai toujours su. Le GoFundMe est redirigé vers les frais de subsistance et les livres. Chaque dollar comptabilisé, chaque centime pour l'avenir. Et quelque part dans la liste des donateurs un don anonyme de $500. Je découvre plus tard que c'était Tyler. 4 mois plus tard, en octobre, les feuilles de Maple Street sont devenues dorées et l'air sent le feu de bois dans la cheminée de quelqu'un d'autre. L'accord de plaidoyer de papa passe en premier. Il plaide coupable de vol mineur réduit de crime en échange d'une pleine coopération et d'un témoignage. 3 ans de probation, $93 500 de restitution, sa moitié. Il se tient dans la salle d'audience dans un costume gris qui ne lui va pas tout à fait et dit « J'accepte ma responsabilité, votre honneur ». Il ne me regarde pas mais je vois ses mains trembler le long de son corps. Maman tient plus longtemps. Elle parcourt 3 arguments. L'argent était une ressource familiale. Elle avait une discrétion de dépositaire. Ruth agissait par vengeance. Son avocat les pousse chacun. Le juge écoute. Les preuves parlent plus fort. Les documents de ligne de crédit hypothécaire fabriqués scellent l'affaire. Au final, Diane Collins accepte un plaidoyer. Vol qualifié réduit en classe 4. 5 ans de probation, $93 500 de restitution, 200 heures de travaux d'intérêt général. Pas de prison mais un crime permanent à son casier judiciaire. Et elle ne dit rien au tribunal. Pas je suis désolé, pas j'avais tort. Elle signe les documents, se lève et quitte la salle d'audience sans regarder personne. La vente de la maison de Tyler couvre $178 000 de la restitution totale. Maman et papa doivent les $9 000 restants par des paiements mensuels. Combiné avec la fiducie de Ruth, la bourse et le GoFundMe, je commence l'université à l'automne. À l'heure. Entièrement financé. Manuel acheté, chambre d'étudiant attribuée. Je suis assise sur mon nouveau lit le jour de l'emménagement et je laisse les calculs s'installer. La justice ne ressemble pas à une victoire. Elle ressemble à un deuil avec un reçu. Il y a eu un moment, j'y pense sans cesse. Si maman avait juste dit « Je suis désolé ». 2 mots. Aurais-je abandonné les accusations? Je ne sais pas.
Mais elle ne l'a jamais dit. Pas une seule fois. Pas même aujourd'hui. C'est la partie à laquelle je reviens toujours. Pas l'argent, pas le tribunal. Le silence là où des excuses auraient dû être. Je me demande parfois si vos parents vous faisaient cela et qu'ils ne disaient jamais qu'ils étaient désolés, même avec les preuves devant le juge, même avec toute la ville qui regarde, pourriez-vous leur pardonner? Ou maintiendriez-vous votre position? Je n'ai pas encore la réponse. Peut-être que je ne l'aurai jamais. Mais j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Pardonneriez-vous ou protégeriez-vous votre limite? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis chacun d'eux. C'est novembre maintenant. Ma chambre de dortoir est petite. Un lit simple, un bureau en bois, une fenêtre qui donne sur le grand quad où les étudiants traversent l'herbe entre les cours. Sur le mur au-dessus de mon bureau il y a une photo. Mamie Ruth et moi le jour de la remise des diplômes. Elle porte son cardigan bleu, celui avec les boutons qu'elle a depuis que j'étais bébé. Je suis en toge et mortier. Nous sourions tous les deux. C'est la seule photo de ce jour que j'ai gardée. Les gens me demandent parfois, mes amis ici à l'école, ma colocataire, un professeur qui a lu l'article si je déteste mes parents. Et non. C'est la réponse honnête et cela surprend les gens. Je suis en colère. Je suis blessé à des endroits que je ne comprends pas encore entièrement. Mais la haine prend une énergie que je préférerais dépenser ailleurs. Ce que je ressens est quelque chose de plus silencieux que la haine et de plus lourd que la tristesse. C'est le poids de savoir que les gens qui étaient censés vous protéger ont choisi de ne pas le faire. Je ne raconte pas cette histoire pour que vous ayez pitié de moi. Et je ne la raconte pas pour que vous méprisiez ma mère. Je la raconte parce que j'ai passé 18 ans à croire que le silence était une force. Que si j'étais juste assez bonne, assez silencieuse, assez facile, finalement je serais vue. J'avais tort. Le silence n'était pas une force. C'était une permission. Et quand j'ai cessé de donner la permission, tout a changé. Si vous êtes dans une situation où quelqu'un de votre famille vous prend votre argent, votre paix, votre sens de vous-même, je veux que vous entendiez ceci. Poser une limite n'est pas une trahison. Ce n'est pas brûler un pont. C'est construire une porte. Une qui ne s'ouvre que de votre côté. C'est à vous de décider qui la traverse. Je ne sais pas si mes parents reviendront un jour à cette porte, mais pour la première fois la porte est la mienne. J'appelle Mamie Ruth tous les dimanches soirs à 19h. Elle est toujours dans la maison sur Maple Street. Elle a toujours les volets bleus, le carillon éolien, les hortensias. Elle m'a dit la semaine dernière que la balançoire du Porsche avait besoin de nouvelles chaînes. Je lui ai dit que je les réparerais pendant les vacances d'hiver. Elle a dit qu'elle le croirait quand elle le verrait. Les dossiers bleus sont toujours dans son tiroir de cuisine. Juste au cas où, dit-elle. Je n'argumente pas. Tyler me texte tous les quelques jours. De courts messages, rien de lourd. Comment est la nourriture au réfectoire? Terrible mais gratuite. Accroche-toi. Nous reconstruisons quelque chose. Je ne sais pas encore comment l'appeler. Ce n'est pas ce que c'était avant parce que ce que c'était avant n'était pas réel. C'est plus lent, plus prudent, construit sur quelque chose qui pourrait réellement tenir. Mais maman et papa, je ne leur parle pas. Pas d'appel, pas de message, pas de visite. 2 mois après la sentence, une lettre est arrivée à mon dortoir écrite à la main. Le papier à lettre de maman, celui de couleur crème avec ses initiales gaufrées en haut. Je me suis assise sur mon lit et je l'ai ouverte. Cher Drew, je sais que tu ne voudras peut-être pas avoir de mes nouvelles. Je veux que tu saches que j'ai fait ce que je pensais être juste pour cette famille. Ton père et moi avons toujours essayé de donner à nos 2 enfants le meilleur que nous pouvions et j'espère qu'un jour tu comprendras cela. Je l'ai lu 2 fois puis une 3e cherchant le mot désolé. Il n'était pas là. J'ai plié la lettre, l'ai mise dans le tiroir de mon bureau et l'ai fermée. Peut-être qu'un jour j'y répondrai. Peut-être pas. Mais ce choix pour la première fois de ma vie est le mien. Je regarde par la fenêtre le quad. Des étudiants marchant en cours par le froid, le souffle visible. L'avenir devant eux. Le mien aussi. Pour la première fois de ma vie, mon avenir est entre mes propres mains. Si vous êtes toujours là, si vous êtes resté jusqu'au bout, merci. Je sais que cette histoire est lourde. Je sais que c'est le genre de choses qui donne envie de prendre des nouvelles des gens que l'on aime et de vérifier les comptes que l'on pensait sûrs. Je le sais parce que j'ai ressenti tout cela et je l'ai vécu. Je ne vous ai pas raconté cela par pitié. Je ne vous l'ai pas raconté par vengeance.
Je vous les raconter parce que quelque part quelqu'un est assis dans sa chambre en ce moment fixant un relevé bancaire qui n'a pas de sens. Et il se demande s'ils sont fous. Il se demande si le combat en vaut la peine. Il se demande si se lever signifie tout perdre. Cela pourrait arriver. Je ne mentirai pas à ce sujet. J'ai perdu mes parents. J'ai perdu la version de ma famille que je pensais avoir. J'ai perdu des mois de sommeil et des années de confiance. Mais j'ai aussi gagné quelque chose. J'ai gagné mon avenir. J'ai gagné mon respect de moi-même. J'ai gagné une grand-mère qui m'a appris que l'amour et la responsabilité ne sont pas opposés. Ce sont la même chose. Et j'ai gagné ceci, la connaissance que je ne suis pas la personne qui reste silencieuse pendant que quelqu'un prend ce qui m'appartient. Plus maintenant. Si cela vous parle, si vous avez été la personne silencieuse, la personne négligée, celle qui maintient la paix au détriment de sa propre paix, j'espère que vous m'entendez. Vous méritez d'être défendu même lorsque la personne à qui vous tenez tête partage votre nom de famille. Et Mamie Ruth, si tu m'écoutes, merci pour chaque enveloppe, chaque dollar, chaque appel téléphonique du dimanche. Je t'aime plus que je ne sais le dire. Merci d'être resté jusqu'à la toute fin. Si cette histoire vous a fait ressentir quelque chose, veuillez vous abonner et appuyer sur cette cloche de notification pour ne rien manquer de ce qui va suivre. Et si vous avez déjà eu affaire à un membre de votre famille qui a pris quelque chose qui vous appartenait, de l'argent, de la confiance, votre sentiment d'appartenance, je veux entendre votre histoire. Déposez-la dans les commentaires. Je lis chacun d'eux et cette communauté aussi. Il y a une autre histoire liée dans la description à propos d'une femme dont les beaux-parents ont essayé de saisir son héritage lors d'un dîner de famille devant 40 invités. La façon dont elle l'a géré, vous voudrez voir comment celle-là se termine. Je vous y retrouverai.